j'espère que vous partagerez avec nous les grands plaisirs de lecture que nous avons eus. Et je passe tout de suite la parole à mon ami Frédéric Ancel, qui va animer cette petite remise amicale. Merci beaucoup, merci cher Luce. La passion ne s'est jamais estompée et je voudrais remercier ici au nom de l'ensemble du jury celui qui nous fait l'amitié, le plaisir et la passion aussi d'ailleurs de nous accueillir en ces lieux, c'est pratiquement chez lui. Donc moi je passe immédiatement la parole à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà, c'est bien envoyé. Attendez, alors faut que je monte là. Non, je suis pas compétent. Si, ça va. Bien, mes chers amis, d'abord, je suis ravi de vous accueillir ici. Je crois que c'est la première manifestation en présentiel dans ces lieux, avec tant de monde, depuis pas mal de temps. J'ai dit tout à l'heure d'ailleurs au jury que la dernière fois que nous étions réunis, c'était pour finir le premier confinement. Et là, nous revoilà, dans des conditions quand même meilleures. Il y a un seul inconvénient, c'est que nous n'avons pas encore l'autorisation de pouvoir servir un rafraîchissement dans cette salle, puisque vous êtes à plus de 25. Et donc, nous avons pensé, vous êtes agréable, en vous incitant après cette cérémonie, de vous rendre dans le jardin, où vous pourrez déguster, je crois, une coupe de champagne, à condition qu'il ne pleuve pas. Enfin, même s'il pleut, c'est pas interdit, mais enfin, on essaiera de gérer ça le mieux possible. Bien, chers amis, à la faveur de la crise de Covid-19, la géopolitique est devenue l'affaire de tous. Non seulement parce que chacun a senti, jusque dans son quotidien, les effets d'une pandémie globale, qui bien souvent a pu précipiter cet affolement du monde que décrivait Thomas Gomard, mais il n'imaginait pas cette hypothèse, mais aussi parce que des questions comme la résilience des chaînes de valeur internationales, les fractures du système multilatéral ou les nouvelles batailles de l'influence ont soudainement commencé à faire la une des journaux. Et disons-le, au-delà de la communauté d'experts passionnés et d'amateurs éclairés qui sont ici ce soir, au-delà de quelques cercles de spécialistes, ces débats étaient toujours demeurés plutôt confidentiels. Et en quelques mois, ils sont devenus absolument centraux. Et de cette prise de conscience, il y a, je crois, assurément lieu de se réjouir, car notre démocratie sera d'autant plus forte que nous saurons collectivement porter un regard lucide sur les menaces et les défis qui pèsent sur elle. Mais dans le même temps, nous voyons bien à quel risque cette nouvelle curiosité géopolitique expose notre société. Le risque des jugements sans fondement que l'opinion reprend avec parfois une certaine confusion, le risque d'une instrumentalisation politique de la vie internationale, le risque de manipulation de l'information qui ne porte pas toujours sur les faits eux-mêmes, mais parfois aussi sur l'interprétation à donner de ces faits, car à l'évidence, l'intérêt que nos concitoyens peuvent porter à la géopolitique n'échappe pas aux mauvaises manières de la géopolitique d'aujourd'hui. Cet élan d'intérêt et les risques qui l'entourent donnent encore plus de sens à la belle aventure du prix du livre de géopolitique. Dans nos universités, de très bons think tanks, par ailleurs, permettent d'avoir de très bons connaisseurs des questions internationales, mais l'ambition de ce prix, c'était de faire en sorte que ces analyses soient étayées et accessibles à tous, qu'il y ait un surcroît de visibilité, et c'est particulièrement important aujourd'hui. Alors, notre jury a lu, beaucoup débattu, et finalement a choisi, ce qui n'a pas été facile. On va vous donner les résultats dans un instant, mais je voudrais à ce moment adresser un salut amical à Luce Perrault, avec son équipe, qui a redoublé d'énergie, d'inventivité pendant la période de jury où nous étions contraints. Il fallait faire même en visio, donc nous avons pu le faire. Je vais aussi remercier le vice-président Cédric Lewandowski, le secrétaire général François Bazin, mais aussi l'ensemble des membres du jury qui ont pu garder leur entrain, leur combativité malgré les contraintes liées à la pandémie, et puis aussi dire notre gratitude
aux nombreux auteurs que nous avons eu le plaisir de lire. Nous avons 3 ouvrages finalistes. Il y a d'abord C'était Merkel, qui dresse un portrait fouillé, instructif, parfois inattendu, de la chancelière qui, depuis 16 ans, joue un rôle clé dans la vie européenne et donc dans le couple franco-allemand. Parce que le parcours d'Angela Merkel et Marion Van Rentergem, j'ai du mal à prononcer votre nom, Van Rentergem, ce parcours ne peut se comprendre qu'à la lumière des divisions et de la réunification de notre continent au siècle dernier, parce qu'elle a été en première ligne face à chacune des crises qui ont conduit au réveil européen que nous vivons aujourd'hui. Et la biographie politique que vous faites de votre héroïne, je crois que c'est un terme qui convient, en vient au fil des pages à se doubler, je ne sais pas où vous êtes, vient au fil des pages à se doubler d'une biographie géopolitique riche d'enseignements sur l'Europe d'aujourd'hui, celle qui fait face à la pandémie. Voilà ce qui a retenu notre attention. L'Europe qui se fait dans les crises, cher Élie Cohen et cher Richard Robert, c'est aussi l'objet de la valse européenne, dont vous analysez avec beaucoup de minutie, la mécanique à 3 temps, l'hésitation à agir, l'audace de la décision et finalement l'invention de nouveaux équilibres, de nouvelles règles. Et l'enjeu de cet essai est d'expliquer ce que vous appelez l'énigme de la résilience européenne. En d'autres termes, pourquoi l'Europe fait toujours mentir les Cassandres qui annoncent sa fin alors que notre pays s'apprête à assumer la présidence de l'Union européenne en janvier prochain. Voilà une contribution fort utile au débat public. Tout comme cette guerre de 20 ans, cher Marc Ecker, cher Elie Tenenbaum, dont on est tenté de dire que vous avez écrit une histoire au présent, tant vos analyses résonnent avec l'actualité des derniers mois, je pense à l'Afghanistan, l'actualité de ces dernières semaines, j'allais dire même de ces derniers jours, je pense au Sahel. Cette guerre de 20 ans, cet ouvrage sera utile au débat public et vous analysez la menace terroriste djihadiste en vous plaçant, je crois, à la bonne échelle temporelle, celle d'un cycle stratégique ouvert par les attentats du 11 septembre, qui doit être compris dans son unité, même si vous la décomposez de façon très convaincante en 5 actes, obéissant chacun à sa propre logique. Et puis c'est la bonne échelle spatiale, celle d'une globalisation et de la menace et de la réponse, qui, comme vous le faites, doit s'analyser à partir d'une véritable mosaïque de dynamique locale. Voilà le cadre général que vous posez, et c'est au sein de ce cadre que vous vous interrogez sur la manière dont notre pays, je me suis senti un peu concerné, dans notre pays a réagi à ces 2 décennies de bouleversements et de violence. En veillant donc à réinscrire dans nos débats français et européens cette perspective d'ensemble, je trouve que vous avez écrit une contribution fort utile. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à nos finalistes, à qui 3 membres du jury, Dorothée Schmitt, Béatrice Gibelin et Jean-Dominique Merchet, vont poser quelques questions. Ce n'est pas l'oral, vous ne soyez pas trop inquiets, c'est une contribution à la convivialité. Merci Monsieur le Ministre. Voici donc Dorothée Schmitt, directrice de recherche à l'IFRI, qui va converser avec Élie Cohen et Richard Robert, que j'invite cordialement à la barre. Alors, oui, Frédéric me dit qu'on peut se mettre tous les 3 à la tribune, c'est quand même un peu étrange. Non, moi, c'est surtout Richard, faire. moi je reste à Alors, côté. Richard à la tribune. Richard à la tribune. Alors écoutez, ce que j'ai apprécié dans votre livre avant tout, c'est l'aspect, je dirais presque feuilleton. C'est une espèce de journal de bord de l'Union européenne qui passe en revue effectivement toutes les crises qu'on a traversées depuis une quinzaine d'années. Et j'ai l'impression que ça a à voir avec la façon dont vous l'avez écrit également. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la genèse de l'ouvrage, votre méthode d'écriture Oui, absolument. Mais en fait, c'est un ouvrage qui essaie de comprendre. On n'est pas des spécialistes patentés de l'Union qui tentent de délivrer un cours magistral. On est des citoyens éclairés, chacun avec son corps de spécialité d'origine.
Et on a devant nous cet objet politique non identifié qu'on cherche à comprendre, qui nous inquiète parce qu'on y croit quand même et qu'on le voit vaciller constamment. Et en fait, il y a d'abord ce désir, c'est Élie qui a eu l'initiative de l'ouvrage, et dans un premier temps, c'était son livre à lui avant de devenir le nôtre. Et petit à petit, des choses apparaissent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une première version de ce livre aurait dû paraître l'an dernier, au mois de mars. Elle a été pilonnée à la fois parce qu'il n'y avait plus de librairie, mais aussi parce que l'Europe était à nouveau en train d'évoluer. L'éditeur nous a dit, c'est pas possible, ce dernier chapitre, il faut le prendre en compte. Et en fait, ce qu'on a vu se dérouler au fil de l'année qui s'est écoulée, c'est une nouvelle étape, mais qui va exactement dans le sens de ce qu'on avait fini par mettre au jour, c'est-à-dire cette 23 temps où d'abord ça va très lentement, puis d'un seul coup il y a une percée parce qu'il est trop tard, il faut bouger. Et ensuite on essaie de comprendre ce qu'on vient de faire, de briser des tabous, et on essaie de trouver de nouvelles règles. Et c'est ce qui s'est joué l'an dernier. Donc voilà, essayer de comprendre et puis voir l'histoire en marche à nouveau. La dynamique d'écriture, elle est là. Ce n'est pas un objet fixe avec des auteurs magistraux. C'est une tentative de comprendre ce qui se joue encore aujourd'hui. Merci beaucoup. J'appelle mon amie et complice Béatrice Gibelin, professeure émérite des universités, co-directrice de la revue Hérodote, ainsi que messieurs Ecker et Tenenbaum. Pour 2 minutes. Je pensais qu'on en avait 3. 2 minutes et demie. Bien. Marc Ecker, Elie Tenenbaum, jeune chercheur à l'IFRI, spécialiste des questions de défense et de terrorisme. Nous avons eu vraiment un grand plaisir, parce qu'au-delà de l'intérêt, on a trouvé du plaisir à la lecture de votre ouvrage. Alors, c'est le premier ouvrage sur la guerre de 20 ans, sur le terrorisme. Quels ont été les objectifs que vous vous étiez fixés ? Approchez du micro, Oui. Merci. Allez-y. Oui, cet ouvrage en fait répondait à un triple objectif, c'est-à-dire qu'on voulait en fait faire d'abord l'histoire de la guerre de 20 ans, puisque le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre ne nous avait pas échappé il y a quelques années avec Elie, en 2018, quand on a eu l'idée de faire ce livre. Et on avait évidemment en tête les grands événements, le 11 septembre, la mort de Ben Laden en 2011, ou encore la proclamation du califat par Daesh. Mais en fait, il nous semblait qu'il était important de retracer toute cette séquence d'événements qui peut être oubliée et de montrer à quel point les théâtres s'enchevêtrent. C'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de montrer les dynamiques stratégiques, parce que le champ actuellement disciplinaire est séparé entre d'une part les spécialistes de la menace, d'autre part les spécialistes de la réponse. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est que ces deux champs en fait doivent dialoguer et qu'il y avait véritablement des interactions stratégiques entre les deux. Et puis le troisième objectif, enfin, était un peu fou, très, très ambitieux, un peu présomptueux, c'était de faire le rétexte, le retour d'expérience stratégique de cette période, en se disant que si l'IFRI ne pouvait pas faire ça, ça ne pourrait probablement pas être fait en France, dans aucune autre institution. Et donc on s'est évertué à le faire, et on espère qu'on l'a bien fait. En tout cas, on a essayé de le faire modestement, sans donner de leçons, mais en essayant de tirer les leçons de cette période. Merci. On a le droit à une question ou non ? Une toute petite quand même. Voilà. Oui, elle sera courte. Enfin, c'est la réponse qui devra l'être. Bon, après la chute, effectivement, du califat, où en est d'une certaine façon la situation au Moyen-Orient sur le champ du terrorisme, très court, et je l'ajoute, c'est là où on va voir si vous avez un esprit de synthèse. C'est l'Afrique aujourd'hui, c'est le grand nouveau théâtre du terrorisme, et pour longtemps ? Bon, rassurez-vous, je n'aurai pas de réponse directe à ces questions, mais il faut lire le livre, tout d'abord. Ça, c'est la réponse très courte. Et puis, oui, globalement, je pense qu'on essaye de tracer, au-delà de l'histoire qu'on fait de ces 20 ans, des perspectives vers l'avenir, sur la reconfiguration de la menace, mais aussi les modalités de la réponse. Et cette menace, on montre qu'elle s'est très largement non seulement étendue, diluée, elle change de forme. On a un adversaire qui, depuis 20 ans, n'a cessé de nous montrer sa capacité à innover,
à saisir les erreurs politiques, les sous-estimations qu'on pouvait faire de lui, comme sa surestimation et les surréactions qui pouvaient lui être apportées. Et je pense que c'est les leçons qu'on essaie de mettre en avant parmi les quelques grandes leçons générales. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci. Mon ami Jean-Dominique Merchet, qui va avoir le plaisir et le privilège de présenter l'ouvrage, et oui, de Marion Van Rotergem, qui se trouve ici. Oui, un jour Marion, bonjour Marion, un jour Marion dans un port du nord de l'Allemagne sur la Baltique, c'est très joli. J'adore ce coin, Stralsund, Rügen, tout ça. Allez-y en vacances. On l'a appelée Marion von der Merkel. Ça ne s'invente pas. En tout cas, c'est ce qu'elle écrit dans son livre. Et si elle l'a inventé, c'est une belle invention. Mais je pense que c'est vrai. Bon, voilà. Non, alors, je ne vais pas faire la retape pour ce livre. Il est excellent. Je vais vous en lire une phrase. Une phrase. Elle parle évidemment de Merkel. Sa force réside dans la reconnaissance de l'instant. Franchir le mur de Berlin une fois qu'il est tombé, ne pas s'épuiser à l'escalade ni aux dissidences héroïques, ne pas forcer le destin, faire avec et attendre le moment opportun, préférer aux transformations brutales les évolutions lentes. En cela, Angela Merkel est une conservatrice, mais elle est une conservatrice progressiste. Elle ne favorise pas le statu quo, elle suit le processus en cours, elle sait écouter et saisir son opinion publique comme peu de dirigeants en sont capables. Moi, je m'incline devant ce que tu as écrit là. Et je pense que si vous n'avez pas envie de le lire, vous ne méritez pas d'être ici. Voilà. Bon, alors, elle nous dit, c'était Merkel, et moi j'ajoute, Merkel, on va la regretter. Et Marion, je voudrais que tu nous racontes une chose, que tu nous dises quelque chose. On fait le livre du prix géopolitique. S'il y avait un message géopolitique de Merkel, pour toi, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle a apporté à la construction, aux relations internationales, à l'Europe, à la construction du monde? Qu'est-ce qu'elle apporte avec sa personnalité que tu décris magnifiquement, son style politique? Et puis, si je peux, une toute petite question, dis-nous un mot quand même sur Merkel et la France. Voilà, à toi. Merci, j'ai envie de m'arrêter là parce que c'est une belle promotion. Et j'ai un gros problème avec Angela Merkel, c'est que je ne sais pas faire court, parce que je suis tellement fascinée et obsédée par cette femme depuis maintenant près de 10 ans, que je suis incapable de dire en peu de mots ce qu'elle est, tellement elle est beaucoup de choses, elle représente beaucoup pour moi. La première chose étant que je pense que c'est la seule dirigeante, et ça restera l'unique dirigeante occidentale à venir d'un pays qui n'existe plus. Personne ne peut la battre sur ce terrain, c'est déjà une différence et une singularité qui explique beaucoup du reste et qui détermine sa manière d'être. Quand tu demandes ce qu'elle a apporté, je pense que du fait qu'elle vient de cette Allemagne de l'Est, de cette partie de l'Europe qui avait été donc mise de côté, de l'autre, elle n'a pas du tout cette culture rhénane, franco-allemande naturelle, elle vient d'ailleurs, elle est arrivée dans un marché, dans une Europe qui était déjà un grand marché élargi après 2004, donc elle n'a pas du tout cette culture du club des 6 des fondateurs, et pour cette raison, je pense que elle a apporté à l'Europe le sens de l'unité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours eu le souci de mettre les gens ensemble, et ça se sent aussi dans sa méthode, dans sa façon de faire, dans ce style totalement unique qu'elle a. Et je suis critique par ailleurs, hein, c'est pas un livre de béatitude et d'angélisme. Je pense qu'il y a plein de choses que je reproche à Angela Merkel, notamment son indulgence vis-à-vis de la Russie et de la Chine, entre autres, pour des raisons qu'on imagine d'intérêt industriel allemand. Mais c'est quand même quelqu'un qui a ce style unique de savoir écouter, d'écouter l'autre, d'écouter l'adversaire, une capacité de conviction qui est liée à sa grande capacité d'analyse très scientifique, et finalement de mettre les gens ensemble, et elle l'a prouvé lors de la dernière présidence allemande de l'Union européenne, en réussissant à convaincre les Polonais, les Hongrois, tous les plus récalcitrants, parce qu'elle a cette capacité d'écoute unique et qu'elle n'exclut jamais. Voilà, j'ai pas réussi à répondre très brièvement. Non, c'est très bien. Chaque année, à la même époque, le suspense est insoutenable, et celui qui nous en délivre, c'est Jean-Yves Le Drian. Alors, le prix du livre de géopolitique 2021 revient à La guerre de 20 ans de Marc Ecker et de Elie Tenenbaum.
crois que ce qui a marqué le jury, c'est non seulement la justesse de vos analyses, mais que votre démarche correspond tout à fait à la philosophie de ce prix. Vous portez sur ces 20 années un regard proprement géopolitique, un regard qui fait apparaître la dialectique qui se tisse peu à peu entre les efforts entrepris pour lutter contre la menace terroriste et la pensée stratégique des djihadistes, un regard qui révèle enfin les pièges dont nos démocraties doivent impérativement se garder lorsqu'elles luttent, et elles doivent le faire, contre ceux qui les attaquent. Et puis il y a un souci de clarté dont vous faites preuve tout au long de ces 430 pages. Vous parvenez à expliquer de façon très précise des dynamiques pourtant très complexes, et d'autant plus complexes qu'elles sont souvent imbriquées. Et puis vous le faites avec un tonus narratif extrêmement plaisant, qui nous conduit dans un même souffle du premier au cinquième acte, alors que le sixième acte est commencé. Je pense que cet essai va jouer un rôle salutaire dans les débats que nous avons en France au sujet du terrorisme, parce que vous fixez des points de repère. Et enfin, en tout cas, je suis très heureux que nous puissions contribuer, dans le cadre du livre de géopolitique, à donner à votre livre et à votre travail, à votre expertise, tout l'écho qu'il mérite. Et je vous invite ici pour quelques mots, si vous le souhaitez. Merci, Monsieur le Ministre. Merci aux éminents membres du jury. Merci à Luce Perrault. Et merci à tous d'être ici ce soir. C'est vraiment un honneur de recevoir ce prix. Et je remercie aussi Élie, parce qu'on a souffert ensemble pendant les confinements pour écrire ce livre, entre les cris des enfants et tout le reste. Et j'aimerais dire quelques mots, effectivement. D'abord, pour remercier, Monsieur le Ministre, vous avez dit 430 pages et le tonus narratif, donc j'aimerais remercier d'abord l'éditeur, représenté ce soir par Yvan Robineau, notre jeune et brillante éditrice, qui nous a poussé effectivement à maintenir le fil narratif tout au long de ces 400 et quelques pages. Je dois dire que d'autres éditeurs n'avaient pas retenu ce projet en disant qu'il fallait couper les échanges stratégiques pour faire quelque chose de plus tonique et de plus presque romancé. Donc nous sommes vraiment reconnaissants à Robert Laffont d'avoir tenu le rythme du presque million de signes et de nous avoir poussé jusqu'au bout. J'aimerais remercier aussi l'IFRI, parce que l'IFRI, c'est notre institution depuis de nombreuses années, et c'est effectivement un lieu d'observation et d'écriture assez remarquable, avec quand même une difficulté que j'aimerais souligner, qui est que la production d'ouvrages n'est pas rentable, surtout quand ce sont des gros ouvrages, et donc il est bien d'avoir en France quelques institutions qui ont les reins suffisamment solides pour pouvoir porter des projets de ce type. Et c'est un débat d'ailleurs en interne, est-ce qu'il faut raccourcir la production ou pas, etc. Je pense que c'est bien de montrer qu'on peut encore en France produire des grands ouvrages, des gros ouvrages, et qu'il ne faut pas toujours faire plus court. Et puis j'aimerais remercier aussi des personnes qui ne sont pas dans la salle, mais c'est le Fonds du 11 janvier, parce que nous avons été soutenus financièrement par le Fonds du 11 janvier. L'IFRI, comme je le disais, a les reins solides, mais a parfois besoin aussi de soutien financier. Et donc pour ce projet, nous avons été soutenus par ce fonds qui a été créé juste après les attentats de janvier 2015 pour faire persévérer l'esprit du 11 janvier. Malheureusement, ce fonds n'a été créé que pour 5 ans et il n'existe plus aujourd'hui. Et là encore, j'aimerais dire que c'est une des difficultés. Si on veut faire de la recherche sur le terrorisme en France, on manque de financement. Et puis un point très rapide, je vais terminer là-dessus avant de passer la parole à Élie. Depuis que je suis à l'IFRI, depuis longtemps maintenant, j'entends parler du rayonnement de la pensée stratégique française à l'étranger. Et je dois dire qu'en fait, c'est une tâche difficile. Et là, on s'en rend compte aussi avec Robert Laffont, parce qu'en fait, quand il s'agit de faire traduire un ouvrage de cette taille, il y a peu de volontaires pour le faire. Et donc, petite anecdote, un éditeur allemand a répondu à Robert Laffont récemment que pour engager une traduction et qu'elle soit un tantinet rentable, il fallait espérer 10 000 ventes, ce qui est sans doute inaccessible, et donc ils n'ont pas voulu se lancer dans cet exercice. Pareil pour des éditeurs anglo-saxons. Et donc je lance un appel au ministre, non pas pour obtenir des fonds pour la traduction de cet ouvrage, mais peut-être comme dotation pour les prochaines années,
il serait intéressant de mettre à contribution les traducteurs du Quai d'Orsay pour essayer de faire rayonner à l'étranger la pensée stratégique française. Voilà, je m'arrête là. Monsieur le ministre, messieurs les membres du jury, je me joins évidemment à Marc sur ses remerciements et sur ses suggestions. Et je voudrais à mon tour saluer les autres finalistes du prix, candidats malheureux, mais pour leur ouvrage remarquable. Il y a 2 ans, j'étais moi-même dans cette situation, finaliste non sélectionné de ce prix géopolitique. Et un certain nombre de membres du jury à l'époque étaient venus me consoler en me disant mais vous verrez, la prochaine fois vous l'aurez. Donc j'espère que, tout d'abord, je tiens à dire que je n'ai pas récidivé avec Marc aussi rapidement uniquement dans cette perspective-là. L'ouvrage était déjà lancé à ce moment-là. Et puis j'espère évidemment que les membres du jury ne se sont pas sentis trop tenus par cette promesse et j'en suis convaincu. Voilà, je voudrais simplement dédier cet ouvrage, évidemment, à tous ceux qui mettent leur vie au service de cette lutte contre le terrorisme, à nos soldats partout dans le monde, et puis aux victimes civiles pour leur grande majorité de cette guerre de 20 ans. Nous avons essayé, avec nos modestes moyens, de donner un petit peu un sens à leur souffrance, à leur parcours. Et puis pour conclure, je ne veux pas dévoiler la suite de la cérémonie, mais je suis très, très honoré de pouvoir partager un petit peu de ce travail avec Gérard Chaliand, qui est ici avec nous, qui nous a inspiré, je pense, Marc comme moi, plusieurs générations successives de chercheurs sur ces questions de géopolitique, de stratégie. Il a mis sa vie et son œuvre, mais aussi sa vie, au service de ce travail. Et voilà, je lui dédie également ce prix et cet ouvrage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Félicitations. J'appelle celui qui est à la fois un ami, un complice, et qui a été l'un de mes grands maîtres. Hein. Mon grand maître, c'est Yves Lacoste, hein, tu m'en voudras pas. Mais juste après, c'est vraiment Gérard Chaliand. Et j'ai commencé à te lire, pardon pour ce petit mot personnel, j'étais encore tout jeune, même pas encore frais et moulu, à Sciences Po, et on était toute une génération, que dis-je, plusieurs générations, à te lire et à apprendre la géopolitique dans ses différentes dimensions, y compris dans la dimension du terrain. Et je pense que tu es l'un des géopolitologues français, sinon le géopolitologue français, ayant fait jusqu'à présent le plus de terrain. Ça, vraiment, je tenais à le dire. Bien sûr, je n'aborde pas du tout le prix spécial, c'est le ministre qui va le faire maintenant. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose à titre non seulement personnel, mais au nom du jury. Tu vis des moments difficiles et je voudrais absolument, ici publiquement, te témoigner toute notre sympathie, une sympathie à la fois amicale, fraternelle, et je sais que l'un de tes, tu as beaucoup de proches ici, beaucoup d'amis, et un de tes amis extrêmement proches, Jean-Dominique Merchet, qui se trouve ici, tu as toujours aussi considéré comme quelqu'un d'absolument immense. Et voilà, et je tenais à le dire, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, il n'y a pas de secret, et je suis extraordinairement heureux que tu reçoives aujourd'hui le prix spécial du livre géopolitique. Voilà, et je cède évidemment la parole à Jean-Yves Le Drian. Quelques mots simplement, puisque Frédéric a fait l'introduction qui convenait. D'abord, pour vous dire, cher Gérard Chaliand, que nous avons choisi unanimement de vous attribuer le prix spécial du jury cette année pour votre dernier livre, Des guérillas au reflux de l'Occident, avec toutes nos félicitations, parce que vous êtes, cela vient d'être rappelé depuis des décennies, un observateur avisé de la marche du monde, en particulier un observateur avisé des foyers de crise, des foyers de violence. Et pour reprendre l'expression de votre ami Patrice Franceschi, avec lequel vous partagez cet esprit d'aventure qui fascine vos lecteurs, vous êtes un penseur de terrain, fort d'une expérience considérable et d'une expérience tout à fait
exceptionnelle et singulière. En Asie, en Afrique, Moyen-Orient, vous êtes, pour ainsi dire, immergé dans les conflits, dans tout type de conflits, y compris des conflits très, très irréguliers, dont vous avez entrepris de tirer des leçons stratégiques et géopolitiques. Et je dois dire que cette histoire, ces livres, ces aventures sont la marque d'un esprit libre et d'un réel souci de pragmatique dont je voulais, au nom du jury, vous féliciter et je vous invite à prendre la parole. Moi, de façon très académique, j'avais préparé un petit discours écrit. Est-ce que vous m'accordez 5 minutes? Ah bah oui. Bon, vous êtes bien aimable. Je ne vais pas vous garder longtemps, comme disait Henri VIII à ses femmes. Alors, je remercie le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que les membres du jury qui ont choisi de récompenser un irrégulier qui s'est efforcé de rendre compte le plus rigoureusement possible du monde contemporain et des conflits qui le caractérisent depuis un demi-siècle. Le reflux de l'Occident, et plus particulièrement de l'Europe, n'est pas une opinion, mais un constat. Il y a une dizaine d'années, mon livre, La géopolitique des empires, paru en 2010, se concluait par ces lignes. Sans doute assistons-nous à l'amenuisement de la suprématie des États-Unis sur l'économie mondiale, mais ce qui s'esquisse sous nos yeux, au-delà du brouillard de la crise, annonce le début de la fin de l'hégémonie absolue exercée par l'Occident depuis quelques 3 siècles. C'était à l'époque une opinion très peu partagée. Les États-Unis ont désormais un rival global, tandis que l'Union soviétique n'était qu'un adversaire militaire et spatial. Quant à l'Europe, qui au lendemain de la guerre froide était surtout contentée de jouir des dividendes d'un avenir dont la sécurité était garantie par les États-Unis, il suffit de rappeler qu'il y a un siècle, elle dominait, à l'exception du Japon, toute l'Asie, politiquement, et à l'exception de l'Éthiopie, toute l'Afrique. C'est la période coloniale qui faisait suite à l'investissement du continent américain au cours du XVIe siècle. Sur le plan démographique, l'Occident, qui représentait 33% en 1900 de la population mondiale, n'en a plus même aujourd'hui 15%. La domination de l'Europe, comme toute hégémonie dans l'histoire, était humiliante et rude. Mais elle apportait, entre autres, une idée essentielle, celle du nationalisme moderne. Celle-ci, une fois comprise, pouvait être retournée contre le dominateur et elle devenait décisive lorsqu'elle s'accompagnait, comme au Japon du Meiji, de croissance économique. C'est ce que, jusqu'à présent, les djihadistes ne savent pas faire. Par ailleurs, l'Occident était caractérisé comme toutes les sociétés historiques parce que Thucydide désignait comme la fureur de dominer. Mais elle a été la seule, aux États-Unis, en 1776, en France, en 1789, à s'élever contre le despotisme, totalement nouveau, unique, qui caractérisait toutes les sociétés humaines. Ceux qui s'acharnent à accuser l'Occident de tous les maux aujourd'hui devraient se souvenir de la nature des régimes qui furent les leurs. De surcroît, nous avons su, parfois tardivement, nous excuser pour nos manquements et nos crimes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. La victimisation est devenue, c'est bientôt fini, bon, une arme ambiguë, sinon perverse, destinée à culpabiliser les vainqueurs d'hier. Entre l'échec politique de la politique américaine au Vietnam, date, et le fiasco des États-Unis et de leurs alliés en Afghanistan, date, et en Irak, la dimension sociale de la stratégie a rendu l'arrière plus vulnérable que les combattants. Ça, c'est quelque chose d'important et de totalement nouveau. Le souci de sécurité, dont l'impact psychologique est largement véhiculé par les médias, et là, ils ont une responsabilité fantastique, et je trouve qu'ils en abusent très largement, parce que vendre de l'angoisse, ça paye. Confère aux émotions une importance démesurée par rapport aux effets physiques de la violence. Il ne faut pas nous bassiner non plus avec l'insécurité, ça va comme ça. Ceux qui ont connu vraiment ce que c'est que l'insécurité savent de quoi on parle. Il y a un savoir de la peau, qui est d'ailleurs le titre du prochain bouquin que j'ai écrit, et qui montre ce que c'est que d'être mêlé aux événements et non pas de frissonner en les regardant. Bref, aujourd'hui, ce qui était considéré hier comme irrégulier devient de plus en plus utilisé par les États dans des domaines comme la cybernétique, le drone,
devient entre autres part de l'arsenal de l'assassinat légalisé. Et il nous manque, à nous, la détermination pour défendre des principes et un vivre démocratique qui nous sont chers. La volonté et l'idéologie qui étayent celle-ci, fait défaut. C'est ceux qui ont depuis longtemps joui de la paix et d'une relative prospérité dont nombre de sociétés sont privées. Celles-ci, le plus souvent, ne craignent pas de combattre et d'en assumer les risques. Cette asymétrie est une de nos faiblesses majeures. Sous peine de péricliter, il est grand temps de nous ressaisir, et plus particulièrement, nous autres, Français et Européens, pour répondre aux défis extérieurs et à nos propres pesanteurs, qui sont d'autant plus considérables qu'elles nous paraissent plus faciles à supporter que les réformes. Merci. Félicitations, cher Gérard. Je passe la parole pour la clôture de cette cérémonie à Luce Perrault, qui a eu l'excellente idée, il y a maintenant 8 ans, de nous réunir tous ici chaque année. Merci, Luce. Bien, écoutez, il me reste à féliciter tous nos lauréats, finalistes et lauréats compris, parce que vraiment, vous nous avez procuré beaucoup de plaisir avec vos livres. Et je voudrais encore une fois vous remercier, Monsieur le Ministre, cher Jean-Yves. Remercier, vous nous accueillez ici depuis le début. Je ne sais pas si l'année prochaine je pourrai. On en reparlera. Mais on sait qu'on sera ensemble, de toute façon. Alors, où, peu importe. Vous nous avez accueillis d'abord à l'hôtel de Brienne. Et puis, nous vous avons suivis dans ces salons, beaucoup plus imposants. Mais le prix a gardé son esprit. Je voudrais également remercier Cédric Lewandowski et l'Association des Amis de Brienne. C'est avec eux que nous avons... C'est avec Cédric, avec Louis Gauthier, que l'on a construit petit à petit ce prix, la conception du prix, comment on allait faire, qui on allait récompenser, quelle était la voie à tracer. Et ça a été formidable, on y est arrivé très vite. Pour le jury, c'est pareil, les noms sont arrivés très vite. Et puis, il y avait 2 bonnes fées, enfin, est-ce que je peux dire des bonnes fées? Il y avait Yves Lacoste, qui nous a remis sur le droit chemin quand il trouvait qu'on s'égarait un petit peu. Je tiens à lui rendre hommage, sans lui, ce prix n'existerait pas. Il nous a vraiment aidés depuis le début. Dès qu'on a énoncé l'idée d'un prix de géopolitique, il nous a dit d'abord définissez la géopolitique. Ah, gros problème. Ensuite, François Roussely, je tiens à lui rendre hommage. Sans lui, le prix n'aurait pas été ce qu'il est. Il a mis les choses en marche, si je puis dire. Alors, à l'année prochaine. Merci à tous. Merci à mon équipe. Merci au jury qui est fidèle, amical, attentif et sérieux. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, il ne pleut pas, donc je vous invite à itinérer par la grande salle à manger pour aller vous rafraîchir dans le jardin. S'il se met à pleuvoir, vous pouvez rentrer, mais pas plus de 25 par groupe.